Il existe dans notre langue un mot populaire qui évoque au mieux les plaisirs enivrants de la randonnée en pleine nature. Le mot « sente ». Une sente, cela s'aperçoit à peine. Cela se termine le plus souvent dans un fouillis inextricable, au milieu de buissons griffus ou devant un muret effondré, une clôture rouillée. La sente n'est pas balisée, c'est une ramification du sentier, un sous-affluent du chemin. Mais ce sillon discret porte un nom délicieux, qui contient en lui tout le sens du mouvement. À savoir que marcher, c'est d'abord sentir. Sentir à travers soi. Éprouver le monde dans son corps. Mes chères tortues aventurières, bienvenue à vous dans mon aventure. Aujourd'hui, par ce petit film, je souhaite vous emmener avec moi sentir l'Islande, partager son intimité. Car par ce périple, je ne voulais pas seulement visiter l'Islande, je voulais la connaître dans ses moindres détails, rester longuement seul auprès d'elle, en attendant patiemment qu'elle me révèle ses moindres secrets, sa beauté, comme ses imperfections, et me rendre jusqu'à son cœur, le Vatnajökull. Le temps d'un instant, nous irons nous retrouver seuls avec cette terre de feu et de glace, et apprendrons à l'écouter. Alors pourquoi tout cela, me demandez-vous ? Pour protéger l'Islande, il fallait donc que je commence par la rencontrer. Mais apprendre à connaître quelque chose d'aussi près, d'aussi sauvage que l'Islande, peut s'avérer très dangereux. Et surtout pour un novice comme moi. Ça va être très difficile, tant sur le point physique que dans la tête. Je pense qu'à plusieurs reprises, il va peut-être vouloir abandonner. L'aspect psycho va prendre un peu le dessus certaines fois, parce qu'au niveau musculaire, ça va douiller. Ça va être vraiment dur pour lui. Même si ça a été magnifique, j'en ai marre en fait, j'ai envie que ça se termine. Par contre les paysages ont été genre ouf, dingue, incroyable. C'était magnifique, j'ai jamais vu des paysages aussi beaux. Mais la fatigue, vraiment je la ressens là et j'en ai marre. Et avec cette flotte là, ça fait 5 jours qu'il pleut, j'en ai marre. Une fois il fait chaud, il fait beau, tac, on enlève son truc, il se met à flotter, faut remettre et tout, enfin c'est usant. Je sais pas comment j'ai fait pour pas abandonner avant. Pas du tout ce gay, allez Mathis. Tous les jours je me dis, Mathis, abandonne. Oh putain, de l'eau. And just before the sport, a memorial service is taking place in Iceland today to commemorate the loss of a 700-year-old glacier. Iceland has unveiled a plaque to its Okyaguj ice sheet. L'Islande a posé une plaque pour signaler the country's first glacier lost to climate change. En 2014, Ok est devenu le premier des 400 glaciers d'Islande à perdre officiellement son statut, faute au changement climatique. This is what Ok's glacier looked like in 1986. This is what it looks like today. En août 2019, les Islandais se sont rassemblés au sommet de ce qui reste de Ok pour y déposer un monument dramatique, une plaque commémorative. Voilà ce que l'on peut y lire. Tous nos glaciers devraient connaître le même sort au cours des 200 prochaines années. Ce monument atteste que nous savons ce qui se passe et ce qui doit être fait. Vous seuls savez si nous l'avons fait. All the other glaciers are expected to follow the same path. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu un attrait particulier pour l'Islande. Cette petite île représente pour moi la nature à l'état pur. Fouler l'Islande, c'était remonter dans le temps, se retrouver sur la Terre des millions d'années auparavant.
Puis j'apprends que ces glaciers fondent un à un, et que le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe et qui fait sa fierté aux Islandais, allait disparaître dans moins de 200 ans. Finalement, l'Islande, à son échelle, représentait bien notre chère planète à l'agonie. Une population humaine en forte croissance, une nature précieuse et fragile qui se meurt lentement. C'était donc décidé. J'allais m'aventurer au cœur de cette île, traverser l'Islande à pied, du nord au sud et en solitaire, et me rendre au plus proche de son plus grand glacier. Je voulais me rendre compte par moi-même des effets néfastes du réchauffement climatique sur ce dernier. Aidé de mon équipe technique, j'allais en parallèle enquêter auprès des locaux et en tirer enfin des conclusions. L'itinéraire que je m'étais fixé durait 15 jours, avec une moyenne de 25 km par jour, ce qui faisait plus de 400 km au total. Je démarrerai au niveau du lac de Mývatn, au nord de l'Islande. Après 4 jours de marche, je passerai une nuit dans un camp situé au sommet du volcan Askja. J'enchaînerai ensuite avec la traversée d'un désert de sable noir, pour me diriger vers le refuge de Kistufell, situé au plus proche du plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull. C'est à côté du mont Deilir, pile au centre de l'Islande, que je me trouverai à l'endroit le plus isolé de mon parcours, où les rangers mettraient plus de 24 heures à venir me chercher si j'avais un problème. Après avoir traversé d'innombrables gués, des déserts de roches, des marécages et longé de longs lacs, j'arriverai au Landmannalaugar, le second et dernier camp, marquant le début de la célèbre randonnée, le Laugavegur. Je terminerai sur des paysages montagneux, avec un cumul de 1500 mètres de dénivelé, en passant entre deux glaciers qui abritent chacun des volcans encore en activité dans le tristement célèbre Eyjafjallajökull. Mon point d'arrivée étant la ville de Skógar, où se trouve la célèbre cascade Skogafoss. Un projet comme ça, c'est une sacrée logistique. Comment vous vous organisez en amont ? Donc, je vais effectuer ce périple seul, avec tout mon équipement dans mon sac à dos, c'est-à-dire de la nourriture lyophilisée, ma tente, je vais dormir en pleine nature, en solitaire, et évidemment tout ça c'est à pied. Là ça fait je pense un an et demi que je pense à ce projet, donc là vraiment on se focalise sur la préparation de l'Islande pour que quand même j'y arrive, je fasse la traversée et que je me retrouve dans le sud en vie, c'est l'objectif principal. On va passer ici, chaque journée de périple, on va passer là, ça va capter très difficilement, au milieu il y a rien. Ici, là, on va être en blackout, en total, je pense. Et c'est là où il faut qu'on trouve un moyen de communiquer. J'ai fait appel à 2 amis rencontrés lors de mes voyages pour monter une équipe technique qui assurerait mes arrières. Pierre, kiné et caméraman. Je ne fais que l'accompagner, le suivre à distance. Il passera les nuits tout seul, il est vraiment en autonomie totale là-dessus. Et je lui apporterai une aide médicale, kiné, au besoin. Nicolas, notre pilote. Disque dur, 1 Tera, mais je pense que 4 Tera ça peut être mieux quand même. Et ouais, merci, et puis merci on souhaite une belle vie à votre projet. Merci beaucoup. Le jour du départ est arrivé bien trop vite. Je ne me sentais pas du tout prêt, j'avais eu à peine le temps de tester mon matériel, et pour tout vous avouer, je n'avais campé en pleine nature que 2 fois dans ma vie. Une nuit en pleine montagne avec Pierre et Justin, un autre très grand voyageur et ami à moi, et l'autre fois, pour tester ma tente. Rien de rassurant donc. J'avais choisi le mois de juillet pour son climat plus clément, plus sûr donc, mais aussi pour noter les impacts du réchauffement climatique qui sont beaucoup plus visibles durant l'été. T'as vu Pete quand on allait prendre la voiture, il a halluciné quoi. Il a dit non mais vous êtes sérieux, vous allez traverser l'Islande du nord au sud. Donc c'est une bonne nouvelle sur le fait que je risque très probablement d'être seul. Mauvaise nouvelle, apparemment ça se fait pas trop et du coup il y a quand même un petit risque. Mec regarde. Putain y a aucune visibilité. Comment on va te repérer dans cette purée de pois mec? À côté de cette énorme falaise, c'est où je vais commencer ma traversée. Ça fait vraiment très bizarre de le voir en vrai. Enfin, je l'ai vu en photo, j'ai vu en map. Le début je l'appréhende et là le fait de le voir en vrai, ça fait
très très drôle. Je savais pas que c'était aussi grand et ça c'est bien flippant. J'étais rassuré à l'idée de savoir Pierre et Nicolas à mes côtés. Ils étaient censés me suivre tout le long du parcours. Si j'avais su que je ne les verrais quasiment pas, jamais je me serais lancé dans cette folle aventure. Le fait juste d'arriver là à ce point de départ, je t'avoue que là je flippe en vrai. J'ai l'impression en fait d'être au bord du gouffre et prêt à sauter à l'élastique. Et en fait quand je vois, là c'est la colline en fait, c'est un peu derrière cette colline que je vais établir mon premier campement et que je vois un peu ce paysage lunaire et que je vais tout droit là-bas, j'ai vraiment l'impression, là à partir d'ici c'est une autre planète et bah, c'est assez flippant. Enfin là je me dis putain est-ce que je vais y arriver. Alors pour la bouffe, là-dedans j'ai 4 jours de ration, j'ai pris la bouffe lyophilisée, le petit saucisson islandais, donc ça c'est mes fringues pour 15 jours, il y a 2 calbutes, un pantalon, 2 t-shirts, mes gants, une paire de chaussures, une paire de sandales pour traverser les guets et on est parti. Là-dessus je t'ai pris des contentions en du tape, donc pour les doigts, des plus gros pour tout ce qui est la jambe, pour tout ce qui est genre cheville. Je t'ai pris aussi des contentions élastiques. Si tu te pètes la cheville, tu mets du froid, tu cherches du froid autour de toi, tu en mets au moins 20 minutes et tu surélèves ta cheville. Il va falloir s'imaginer un effort physique lent et douloureux, ça va vraiment être tourné vers l'endurance qu'il va faire. L'environnement est vraiment hostile, on est vraiment dans des champs de lave. On est sur une terre volcanique, une terre dure où c'est pénible d'avancer, il y a des passages neigeux. Mis à part sa balise de détresse, sa balise GPS, on reçoit toutes les heures des informations sur sa géolocalisation. On n'a aucun moyen d'accéder à Mathis et on n'a aucun moyen de savoir comment il va bien ou de connaître son état en direct. Et Mathis, pour le coup, va vraiment être tout seul dans cet environnement hostile. Après les dernières préparations et un check-up kiné de Pierre, j'ai profité de ma dernière nuit dans un vrai lit pour me reposer avant le grand départ. En une nuit, le temps avait changé drastiquement. Bah, je suis pressé en même temps, je suis un peu dégoûté par le temps parce qu'il fait un peu froid. Mais ça va, le moral il est là, j'ai pris un bon petit déjeuner et là je suis parti. Dans ma tête, je suis focus maintenant. C'est parti. À dans 15 jours. Mais à peine parti que les soucis commençaient déjà. Pierre et Nicolas étaient censés me suivre de loin pour me filmer. À peine quelques mètres plus loin, la voiture nous montrait déjà qu'elle ne voulait pas faire partie de l'aventure. Parce que tu regarde, là c'est plié en fait. Reviens, tu vois ça c'est plié. Toi, les gars, non mais c'est écrit, en plus sortez pas des pistes. Non mais on voulait se garer, on n'allait pas sortir des pistes. Mais non, mais même se garer c'est sortir des pistes. Dès qu'on sort des pistes, c'est des rochers partout. Faut s'arrêter en plein milieu de la route, on s'en bat les couilles, y a personne. Nos plans changeaient déjà. Pendant qu'il faisait demi-tour pour aller réparer le véhicule, j'ai continué ma route. On avait convenu de nous retrouver plus tard dans la journée à mon premier camp. Mais encore une fois, tout n'allait pas se passer comme prévu. Il est 13h30, je suis au pied de la montagne que je voyais de très loin ce matin. Et à peine à 13h30, en fait, je viens de me rendre compte que j'avais dépassé déjà le point J1, qui est le point où j'étais censé dormir la première nuit, qui se retrouve à peu près là-bas. Apparemment, il y a une rivière. Donc ça veut dire que j'ai pris énormément d'avance, ce qui me remonte le moral. Ça veut dire que là, en fait, pour la première nuit, je vais pouvoir aller au J2.
Donc j'ai peut-être gagné une journée. J'ai toujours pas de nouvelles de l'équipe de technique. Donc j'espère qu'ils ont rien. On a fait de la merde avec la voiture. On s'est fait peur et en fait on s'est surtout senti très bête. Et là on va enfin pouvoir faire très attention dans finalement les Highlands où les rochers sont un peu traîtres, quoi. J'ai l'impression d'être sur une autre planète, c'est dingue. La végétation qui pousse sur ce sol islandais, qui est principalement de la roche volcanique, elle met énormément de temps en fait à pousser. Je fais très attention où je marche et des véhicules c'est vraiment hors de question, c'est très interdit. Le temps est bon, le ciel est bleu, nous n'avons rien à faire, rien que d'être heureux. J'adore cette chanson. Il manquerait plus qu'un peu moins d'apesanteur et on se croirait sur la lune, quoi. Bon, je viens de repérer une boîte de conserve de loin. Ça me désole un peu. Donc en plus c'est une bonbonne de gaz. Donc c'est à coup sûr un voyageur. Je suis un peu abasourdi parce que généralement les voyageurs sont pas trop dans ce optique-là, mais en fait il y en a qui s'en battent les couilles. Donc je vais le transporter, ça peut peut-être être un peu dangereux vu qu'il a l'air très vieux, mais bon. Oh. Oh. Je sens plus mes pieds. J'ai des fourmis aux pieds. Ah putain. Ah mon dieu. Ah je me referai pas. Et bientôt il y aura des gués que je vais devoir traverser où l'eau va monter jusqu'à mes hanches. Et bien j'ai très peur de savoir quelle sensation ça fait de tremper ces deux petites balles dans cette eau gelée. Bah courez pas les gars, attendez. Bah comment ils ont flippé là. Putain c'est les seuls gars que je vois à des kilomètres à la ronde et je fuis. C'est dingue ça. Ça fait 15 jours que je marche, là je sens pas si mauvais que ça quoi. Oh putain je viens de voir le gîte. Je sais pas si on le voit à l'écran mais je suis trop heureux, je pensais que ça allait être encore beaucoup plus loin. Et il est juste là-bas, je suis trop content. J'espère que les autres sont là pour au moins faire un check-up et savoir si de leur côté tout va bien parce que je sens le truc où ils ont eu un souci, j'ai plus de nouvelles et le problème c'est que s'ils peuvent pas me rapporter de ma bouffe dans 4 jours, bah je suis obligé d'annuler. J'en pouvais plus, j'ai trop forcé aujourd'hui, j'aurais pas dû faire autant de kilomètres. Enfin, j'ai réussi à marcher plus de 40 km en une journée. C'est pas très bonne idée ça. Mathis, c'est de notre premier gué qu'on traverse, on n'est pas du tout serein et ça fait 1h30 qu'on a pris la route. Je vois ce qu'il nous reste encore à faire. J'espère que c'est la partie la plus compliquée et là je vais aller voir ce que ça donne pour le gué en face. Qu'est-ce que t'en penses? En fait vers la droite et après on va vers la gauche. Mais c'est moi ce qui me fait peur c'est regarde le bout. On dirait genre ça fait un mur limite. Allez vas-y, t'arrêtes pas. Tu vas là plus à droite. À droite? Plus à droite ouais, vas-y. Ouais, go. Allez vas-y tu traverses.
plus à droite, vas-y. Vas-y. Yeah! Oh putain! Putain. C'est bon, vas-y. Allez, vas-y. Tourne à gauche. Il est 21h. 21h et on n'a toujours pas croisé Mathis. Nicolas il en peut plus, il a mal partout là et le 4x4, le Duster est vraiment pas fait pour ce genre de chemin, donc en fait on s'est fait vraiment avoir par les chemins, on pensait vraiment pas tomber sur ce genre de choses. Et donc là malheureusement on reprend une route pour reprendre une route principale et comme des lâches, putain, on abandonne Mathis pour sa première nuit. Il n'y a pas de réseau donc on n'arrive pas à le joindre. Donc ça aussi c'est compliqué et je me demande ce qu'il va se dire, est-ce qu'ils se sont trompés, est-ce qu'il leur arrive pas une merde. Putain Mathis, quand tu verras ces images, on est désolé mec, on est vraiment désolé mais là on fait demi-tour et on va faire tout le tour, un bon tour de l'île pour le rejoindre au volcan où on sait que là la route est accessible. Sans nouvelles de l'équipe technique, et avec seulement 2 jours de ration restant dans mon sac, 2 choix s'offraient à moi. Faire demi-tour, ou prendre le risque de continuer en espérant croiser l'équipe technique au camp Dreki, situé au sommet du volcan Asgja. Faire demi-tour maintenant, c'était abandonner, dès le 2e jour, sans avoir pu croiser le Vatnajökull. Et ça n'était pas dans mes plans. Bon, eh bien, je quitte mon premier refuge et je vais en direction de ces montagnes là-bas, enneigées. Et d'ici jusque là-bas, apparemment, il n'y a pas une seule rivière, un seul point d'eau. Du coup, il fallait que je remplisse mes bouteilles. J'ai vraiment l'impression que le sac il pèse 2 fois plus lourd que hier. Et ça, c'est très très mauvais. Dans 2 jours, quand je verrai l'équipe technique, je vais leur filer le maximum de trucs parce que là, c'est beaucoup trop lourd ce que j'ai sur le dos. J'ai donc passé cette 2e journée avec la boule au ventre. Et si je ne rencontrais personne au sommet du volcan Asgja, seul et sans ration? Je ne sens plus mes jambes. On est que le 2e jour. Ça s'annonce mal. Après une nuit agitée passée dans un second refuge, j'ai commencé l'ascension du volcan Asgja. Une longue journée de marche, avec plus de 700 mètres de dénivelé. Cette journée fut une des plus belles de mon périple. Je boitais, j'étais fatigué, mais le ciel était bleu et les paysages magnifiques. J'ai l'impression d'être un astronaute qui foule une planète pour la première fois. J'ai pu boire l'eau fraîche directement à la source, issue de la fonte de petits glaciers. Toute cette partie neigeuse, va falloir que je grimpe. J'ai pu me baigner complètement nu et seul dans un petit ruisseau glacé avant de me sécher au soleil. J'en ai profité pour changer de caleçon et faire ma petite lessive. J'étais enfin en contact avec la nature sauvage de l'Islande. Je sentais enfin cette terre de feu et de glace. Puis l'ascension pure et dure du volcan a commencé.
descendu de quelques degrés là. Waouh! Oh putain, c'est magnifique. Je vois le Vatnajökull. Je vois le plus grand glacier d'Europe. Oh putain. Je viens de quitter le nord. Qu'on voit là. Là je suis au sommet du volcan. Et là on voit le glacier. C'est ça que je voulais voir. Voilà, deuxième jour. On vient de se réveiller près du lac de Mývatn après nos péripéties d'hier. Voilà le lac de Mývatn, on devait le retrouver ici à Botny. Et finalement ça s'est pas du tout bien passé comme vous l'avez vu. On a dû rebrousser chemin et on est revenu à Mývatn. Là ce qu'on va devoir faire, c'est que lui il va devoir marcher jusqu'au volcan. Et nous on va devoir contourner tout ça pour le retrouver au volcan dans 2 jours quoi. Ouais, ça va, il a pas l'air très compliqué en tout cas par rapport à l'autre. Donc on va y aller tranquillement. Est-ce que tu nous reçois? C'est en débutant ma traversée du cratère que mon talkie-walkie a commencé à grésiller et que j'ai pu, enfin et avec grand soulagement, apercevoir l'équipe technique. L'incroyable cookie. Mon petit plaisir de l'après-midi. Le soulagement était immense. La solitude commençait à peser, et marcher non loin de mon équipe technique, même pour un court instant, m'a redonné le courage nécessaire pour continuer. Mais la journée n'était pas terminée. Je devais encore marcher plusieurs heures à traverser le cratère pour me rendre au camp de base Dreki. C'est quand je suis arrivé à la hauteur d'un autre plus petit cratère formé lors d'une éruption volcanique en 1875, Viti, que je me suis retrouvé littéralement bouche bée. La couleur de ces eaux laiteuses le rendait incroyable. Juste derrière lui, j'apercevais un des lacs les plus profonds d'Islande, avec 220 mètres de profondeur, Öskjuvatn.
J'arrivais enfin à mon premier camp de base, Dreki. C'est dans ce paysage lunaire et hostile que la NASA avait choisi d'entraîner les astronautes des missions Apollo. Cet endroit, reculé de tout, est encore aujourd'hui utilisé par les scientifiques de la NASA pour préparer les astronautes aux expéditions spatiales. My name is Marjolein. I'm working for the rescue team and we try to assist people. On the Highlands you don't have a hospital here. Don't go there if you are not practiced, or don't go there if you have no experience at all. The weather in Iceland can change in 5 minutes. So you can walk in snow, even in the summertime. If you wake up in snow in the morning, it can be normal. You know, there can be danger in every corner. If you think, oh, is this possible or not, just don't do it. And when you're two together, just take care of each other. And if you're alone, yeah, always stay safe, that's the thing. Mec, moi je mange ça, je vomis. Attends, caché là. Je suis assez patraque, mais ça va le faire. Mon muscle qui me permet de soulever la jambe gauche qui me fait énormément mal et j'ai du mal à lever ma jambe gauche. Pendant 2 jours, l'eau du glacier ne sera pas potable parce qu'elle est trop boueuse, elle est pas consommable. Donc je vais devoir prévoir pour 2 jours de flotte. Et sachant que j'ai qu'une bouteille de 2 litres et que j'ai pas envie de prendre le sac, le pochon à mettre derrière parce que ça prend trop de place. Les 5 prochains jours, ça va être, je pense, les plus compliqués. C'est les endroits où je redoute le plus. Là, je vais passer à côté du Vatnajökull. Le vent se lève, ce qui me rassure pas trop. Il fait assez frisquet et je pense que ça va être 5 jours très compliqués. Faut pas que je lâche, il faut que je fonce. Malgré les avertissements des rangers du camp, me mettant en garde sur les 2 prochains jours où je ne trouverai pas d'eau potable, je décide d'alléger un maximum mon sac et de ne prendre que 2 litres d'eau. Ce fut la plus grosse erreur de mon périple. Yeah, you have been in a good condition if you want to do things like this. C'était parti pour 5 jours de marche, dans les paysages les plus hostiles d'Islande. On fait des points réguliers par rapport à ta valise GPS. Les gars, on va à dans 5 jours. Terminé. Putain, c'est parti. Oh putain. Ah oh la vache, voilà ce que je dois traverser là pendant 5 jours. Là maintenant je suis plus sur la Lune, je suis sur Mars. J'étais totalement seul. S'il m'arrivait quelque chose, les rangers mettraient plus de 24 heures pour m'atteindre. Je n'avais pas le droit à l'erreur. J'ai le vent de face assez puissant, tous ces nuages de sable dans la tronche. Mais c'est pas du tout évident. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de sable qui s'infiltre partout. S'infiltre dans mes affaires, s'infiltre dans mes cheveux, dans ma bouche. C'est relou. Qu'est-ce que je suis allé foutre là, quoi? C'est en marchant dans ce paysage complètement aride que je me suis rendu compte pour la première fois de l'impact du réchauffement climatique en Islande. Au loin, le Vatnajökull n'était qu'une chaîne de montagnes, d'où s'écoulaient timidement quelques langues glaciaires. My name is Ari Trausti Guðmundsson. I am a member of the Icelandic Parliament and I'm also a geophysicist. The Vatnajökull, it's a big ice cap covering the landscape totally, and it has an area of about 8,000 square kilometers and it's up to 900 meters thick. And it covers a number of volcanoes. Now the ice cap is about 10% smaller than it was 700-800 years ago. Au total, chaque année, l'Islande perd 40 km de glaciers. Ce mois de juillet 2019, où j'effectue ma traversée, l'Islande a connu des températures sans précédent. Par endroits, plus de 27 degrés. Like last summer in Iceland, the worst summer in decades. This summer, the best in decades. So we are seeing like an extreme like. So you can feel the difference? Yes, definitely.
Alors quel est le danger le plus imminent avec cette fonte du glacier? The volcanoes are underneath Vatnajökull. There are very powerful ones. There are about 5 big volcanoes and a number of smaller ones. The diminishing ice load might result in more frequent volcanic eruptions. The magma melts a lot of ice. We experience what we call jökulhlaup in Icelandic. It means a glacier burst or a very fast flood from the ice. They destroy roads, power lines, some vegetated areas. Pour le moment, c'était moi qui allais pâtir de ce réchauffement climatique. M'attendant à des températures plus basses et à un peu de glace ou de neige sur mon chemin que j'aurais pu faire fondre, ma réserve d'eau diminuait dangereusement. La plupart de la glace située en haut du volcan Asgja, que je venais de quitter, avait fondu, faisant disparaître un point d'eau que j'aurais dû trouver sur mon chemin. Marcher contre ce vent sec et violent, dans ce sable qui parfois me montait jusqu'aux chevilles, m'épuisait et me déshydratait plus vite que prévu. Je devais me passer de mes repas lyophilisés, qui requièrent beaucoup d'eau, et me contenter de saucissons secs et de parmesan, qui m'asséchaient davantage la bouche. En à peine une demi-journée de marche, j'avais déjà terminé 1 litre d'eau sur les 2 que j'avais emportés. Soudain, au loin, je vois comme un miroitement. De l'eau. Oh putain, de l'eau. Ah, de l'eau. J'étais en train de me rationner parce que j'ai la bouche ultra sèche parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de l'eau potable. Et quand j'ai vu ça au loin, mais j'ai dit je m'en bats les couilles, je peux marcher 3 heures, je m'en fous. Parce que déjà dans ma tête j'étais là en mode je vais pas pouvoir boire ce soir, je vais devoir boire demain parce que il faut que je rationne en eau, j'ai déjà la moitié de mes rations. Donc là juste voir ça, moi j'ai campé là, je m'en fous. Je vais mettre juste ici, ça va être génial. Putain. Ouais, gros fail. Gros fail, et je me suis assis, j'ai vu la moitié de ma beauté en plus comme un con. Voilà ce que c'est que cette eau. Ça les gars, bouilli ou pas bouilli, ça ne se boit pas. Donc j'ai installé ma petite tente. Voilà, je vais faire ma petite toilette parce que je crois que j'arrive pas à me voir, mais je crois que je suis sale. Voilà, à côté du Vatnajökull. Là j'ai ma petite source d'eau non potable. Je viens de tout là-bas et je me dirige vers là-bas. J'aimerais bien me brosser les dents, mais je peux pas utiliser d'eau. Je suis claqué, tous les jours je me dis Mathis, abandonne, appuie sur le bouton SOS, mais finalement je tiens et j'essaie de penser à rien et juste d'aller tout droit. À quand la fin quoi? Il me reste 10 jours. Ah putain. Que dalle pendant des kilomètres à la ronde, et puis d'un coup tu tombes sur ça, un 4x4 englouti. Voilà ce qui se passe quand on fait pas attention. Putain bah les gars, vous avez bien fait de pas venir ici avec le Duster, vous aurez pas fait long feu. Putain, c'est ouvert là-dedans. Ouais, c'est ouvert. On se croirait dans Walking Dead quoi. Bon, j'ai regardé, il n'y a pas d'eau. On va attendre un peu. Plus les heures défilaient, plus le niveau de l'eau issue de la fonte du Vatnajökull
augmentait, rendant le sol marécageux. Je devais faire vite. Mais il était trop tard. C'est au moment le plus chaud de la journée que je me suis retrouvé face à un immense gué. Tellement large que je n'en voyais pas l'autre rive. Il est fortement déconseillé de franchir un gué en plein milieu de la journée, le courant étant à son maximum. Mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas rester une journée de plus sans eau potable. Si j'attendais trop longtemps, le courant serait trop puissant et je ne pourrais plus le franchir aujourd'hui. L'eau, proche des 0 degrés, m'engourdissait les jambes et le courant était tellement fort qu'il emportait des blocs de glace et de roches. Regardez-moi ce bloc de glace quoi. Transporté tellement que le courant est fort. Et avec cette bouche, je vois pas la profondeur de l'eau. Et l'eau est gelée. Le pire dans tout ça, c'est que je ne voyais pas le fond. La profondeur augmentait parfois d'un coup. Pris de peur, j'ai préféré éteindre ma caméra pour prendre appui sur mes bâtons. En plein milieu du gué, je me suis retrouvé d'un coup dans un gros trou. L'eau m'est montée jusqu'à la taille et avec le poids du sac, j'ai failli me faire emporter par le courant qui était devenu trop puissant. J'ai dû faire demi-tour, puis j'ai retenté le coup. Et cette fois, j'ai réussi. Ok, c'est bon. Je les ai laissés trop longtemps dans l'eau froide. Faut que j'attende que la circulation revienne. J'ai décidé de faire une petite pause et boire mes dernières gouttes d'eau. Mais la journée était loin d'être terminée. Je boitais et le sol devenu rocailleux m'handicapait. Je ne voyais toujours pas le gîte et je perdais vraiment espoir. The highlands of Iceland can be quite dry and that 3 days without water is tough. C'est alors que j'ai aperçu, caché sous de la terre, un peu de glace. J'ai trouvé un peu de neige entre guillemets. Voilà. Neige un peu dans la boue, en fait ce qu'il en reste. Bon bah j'ai fait bouillir un maximum. Elle est pas trop dégueu. Un peu de dépôt de terre en dessous. Et j'ai utilisé un morceau de papier toilette pour un peu filtrer au-dessus. Et puis voilà, là je déguste mon thé, c'est un truc de ouf. C'est indescriptible. Ça m'a donné. En arrivant enfin au refuge de Kistufell, j'ai littéralement sauté de joie. Là on peut voir le refuge, comme si on était sur la lune derrière. 3 baroudeurs, effectuant également la traversée mais via des itinéraires différents, se trouvaient à l'intérieur. Oriol et Javier, 2 Espagnols, et Julien, un Français. Bon, on est dans le refuge de Kistufell. Ça fait 48 heures qu'on n'a pas pu avoir accès à de l'eau. Et les rangers nous avaient dit qu'il allait y avoir de l'eau ici. Et en fait non, there is no water. Et heureusement que dans le refuge il y a 3 incroyables personnes. Et du coup on est en train de filtrer le peu d'eau qu'il y a avec un filtre à charbon. Tous souffraient comme moi de déshydratation. Pour couronner le tout, dans le gîte, il n'y avait pas d'eau. Heureusement, les 3 aventuriers avaient eu le temps de filtrer le peu d'eau trouvé dans le gîte avec un torchon et des pailles filtrantes qu'ils ont bien voulu partager avec moi. Using a pillow cover. Survivor. And a Kleenex. Rambo. Dû aux températures anormalement chaudes, le glacier avait reculé, en fondant rapidement, et le courant issu de ces rivières avait drastiquement augmenté. Il y a de fortes chances que ça soit lié justement au climat. Tout au bout là-bas, c'est le glacier. Il reste plus grand chose. Quelques jours après mon passage, les rangers avaient d'ailleurs décidé de fermer l'accès à cette route, la jugeant trop dangereuse. Glaciers makes a difference then the water will run different way down. Tout là-bas, là, l'espèce de banc montagneux qu'on voit derrière, en fait, derrière, à perte de vue, c'est le glacier. Sur la carte qui était dans le gîte, c'était une carte qui datait de 1977. On voyait que le glacier était très proche du refuge. Alors que là, on a vraiment l'impression que tout est sec. Donc en gros, autour de moi, le paysage là, c'est à quoi ressemblera l'Islande dans 200 ans.
quand le plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull, aura complètement disparu et que du coup il n'y aura plus de glaciers. What will then happen in the future because of global warming is that the ice cap will continue to shrink, and within about 150 to 200 years, most of the ice cap will have vanished. Après 17 km de marche et avec à peine un demi-litre d'eau, je croise enfin mon premier ruisseau. Bon bah je profite un peu du fait que j'ai trouvé un peu d'eau déjà à boire. Hop, je me baigne dans ce magnifique lac. Mais si j'ai appris une chose, c'est que l'Islande ne vous rend jamais la vie facile. La tempête approche. Aïe 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 aïe. Alors que quelques heures auparavant je rêvais juste d'avoir un petit peu d'eau, que maintenant une tempête se dirigeait droit vers moi. Ça m'a pas l'air d'être une petite averse en tout cas. Maybe you've heard about our Icelandic bad weather. When it's a really bad Icelandic weather, it's raining from the side. The weather it's so much wind and rain. Probably around 10 years ago, we started to get heavy rain, just like without wind. Before that, almost never. That was the first sign, hey, something is changing. It's not a big sign maybe in your eyes, but that was like, hey, come on, that was not like back in the days. Et effectivement, c'était une averse bien drue. Bon, eh bien, je suis en plein dans la tempête. J'ai essayé de monter tant bien que mal ma tente. Je crois que c'est pas parfait du tout. Loin de la même. Il y a le bout de ma tente qui est un peu trempé. C'est un vrai bordel. Il pleut énormément dehors. Et la pire chose en Islande, c'est d'être mouillé. Hypothermie et ça va se terminer. Donc voilà. 3 jours de sécheresse, on a demandé absolument d'avoir de l'eau, et ben on l'a, qu'est-ce que tu veux. Le lendemain, le calme était revenu. Le seul dégât fut mon tapis de sol qui avait pris l'eau et rendu l'âme. Après avoir séché mes affaires, je me remets rapidement en marche, car aujourd'hui était une journée très spéciale. Après plusieurs heures de marche, j'atteignais le centre de l'Islande. Je me trouvais enfin au plus proche du Vatnajökull, et en même temps à l'endroit le plus isolé de mon parcours. Donc à partir de ce point, on est officiellement au sud de l'Islande. Avec le Vatnajökull. Ici, le vent était tellement fort que je pouvais presque me tenir à l'horizontale.
Soudain, à ma grande joie, j'aperçois des traces de pas encore fraîches que je décide de suivre. C'est Julien, le Français. Cette nuit, je ne dormirai pas seul, à l'endroit le plus isolé d'Islande. Bon bah santé. Mon gars. Alors ce soir, ça va être chili con carne avec du riz. Ça va être un régal. Le chili con carne. Oh, c'est épicé. Il y a juste un peu de sable au fond de l'assiette, mais bon. Ça croustille. Le lendemain, Julien me quitte de bonne heure pour reprendre la route de son côté. Le croiser, rien que pour une nuit, m'a fait beaucoup de bien. À cet instant, je ne me doutais pas que la solitude des jours à venir allait beaucoup me peser. Les journées suivantes se ressemblaient les unes aux autres. Pourtant, mon quotidien était devenu simple, presque automatique. Marcher. Manger. Marcher. Parfois ralenti par le sol vaseux qui me montait jusqu'aux genoux ou par des traversées d'innombrables gués, à l'eau toujours aussi gelée. Dormir. Et c'était reparti. Je longeais d'immenses lacs dont je ne voyais pas le bout. Le sol était plat, les paysages monotones. Cela faisait 5 jours que je n'avais eu aucune nouvelle de l'équipe technique. Sans aucun réseau, il était impossible de communiquer. Eux, seulement, pouvaient suivre mon avancée grâce à ma balise GPS. Ayant pris du retard à cause des nombreux gués à traverser dus à la fonte des glaciers, l'équipe technique décide de déposer mes rations, comme convenu au préalable, à 2 endroits où je pouvais probablement passer. Bah là on va faire un petit sac de provisions pour Mathis, avec des compiles pour ses pieds, un peu de nourriture. Le premier est un refuge, où je ne passerai malheureusement pas car ce n'était pas la route que j'avais décidé de prendre, beaucoup trop loin de ma position. Le deuxième est un endroit plus isolé, reconnaissable par ses fleurs aux pétales rosés. Ils déposèrent donc ici un second sac de rations sous un rocher. Durant ces longues journées de solitude, chaque pensée qui me passait par la tête prenait des proportions démesurées. Malgré moi, des pensées noires me submergeaient que je n'arrivais pas à écarter. J'essayais de méditer sur ma marche, sur ma respiration. Impossible. Je n'arrêtais pas de les ressasser. Sans raison d'être, j'en voulais à l'équipe technique. Je me sentais abandonné, complètement délaissé à mon sort. Évidemment, avec le recul, je me rends compte qu'ils ne pouvaient rien faire de plus. Mais la souffrance liée à la solitude, l'épuisement à la marche et l'ennui à ce paysage devenu monotone et désertique poussaient mon cerveau à trouver un coupable, à se défouler. Si tu regardes Pete, faut absolument que tu m'expliques ce que vous faites à côté parce que je comprends rien. Pour couronner le tout, je suis poursuivi par des essaims de moucherons qui tentent de se réfugier dans des endroits chauds, en l'occurrence mes oreilles, mon nez, mes yeux ou encore ma bouche. Petit à petit, je m'habitue à ce quotidien où mes tâches sont revenues à l'essentiel. Je ne prends même plus la peine de remplir ma bouteille et m'abreuve directement au lit de la rivière, comme un animal. Doucement, je retrouve des signes de la civilisation et rejoins la seule route à des kilomètres à la ronde. Retour à la civilisation.
Au loin, j'aperçois enfin les montagnes colorées du Landmannalaugar, point de départ du Laugavegur, une randonnée de plusieurs jours à travers montagnes, glaciers et volcans, la dernière ligne droite de mon périple. Je savais que ces journées allaient être les plus épuisantes physiquement à cause de forts dénivelés, mais j'étais heureux de quitter ces paysages tristes et plats, dénués de toute forme de vie. C'est vers minuit, à bout de force, que je suis accueilli par le camp et l'équipe technique. L'ambiance est à la fête. T'as mis du temps, hein. T'as mis du temps aujourd'hui, putain. 40 km dans les pattes, les gars. Putain, tu l'as fait, chien. Italien, c'est ça. On mange une toute petite partie. Je te jure, c'est le meilleur coca de ma vie. C'est déjà l'heure des adieux. Le travail de l'équipe technique est maintenant terminé. Voilà, dernière fois que je vois l'équipe technique. Le plus dur est derrière moi. Bon les gars, c'est parti en solo maintenant, dernière ligne droite. C'est totalement seul et sans assistance que j'enchaîne sur la dernière ligne droite, le Laugavegur, vers les montagnes du Landmannalaugar. Des arbres. Ça fait 15 jours que j'ai pas vu un arbre. C'est cool. Voilà, pour l'instant c'est des petits buissons, des bébés arbres. Je sais pas pourquoi mais ça fait du bien, j'ai l'impression d'être rentré à la maison. Oh, je suis presque dans une forêt quoi. Je viens de terminer officiellement mon avant-dernière journée et je suis exténué au bout de mes forces, mais les paysages sont tellement magnifiques que ça me garde debout. On a le glacier au-dessus de nos têtes et on a de la verdure tout autour, c'est fabuleux. J'ai aucun mot pour décrire la beauté de cette nature que j'ai pu découvrir durant tout le long de mon périple, quoi. Donc là j'entame officiellement ma dernière journée de marche. Sauf que évidemment l'Islande ne me facilite jamais la tâche. Aujourd'hui j'ai 1000 mètres de dénivelé, de magnifiques glaciers. Il y en a un ici, il y en a un autre devant moi. Le sentier passe entre ces deux glaciers jusqu'au sommet et ensuite je redescends. Et puis je vais passer sur des crêtes qui sont assez étroites, avec des risques de chute. Donc je me demande si je vais pas prendre mon temps aujourd'hui et peut-être faire ce chemin en 2 temps.
regarde pas en bas. Et me voilà dans le brouillard, dans un des endroits les plus dangereux. Parce que là, si en fait on tombe, eh bien on mourra. Je crois que j'ai lâché la caméra là parce que ça se complique un peu. Ah ouais, j'ai besoin de mes deux mains. Ok. Oh là là là. Là, si je me rapproche du bord, ce qui est très dangereux, on peut voir que c'est que du précipice, donc je vais pas trop me rapprocher. Et ce fameux glacier en fait abrite un volcan qui s'appelle Katla, qui est encore en activité. En moyenne, il se réveillerait 2 fois par siècle. Et ce qui est dingue, où je me trouve, c'est que là, il y a un glacier, mais au fond là, c'est un deuxième glacier. Et celui-là, il est encore plus connu. C'est le Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. J'ai vraiment galéré à le dire. Donc, il abrite aussi un volcan et qui est rentré en éruption il y a quelques années. Seulement, c'est ce fameux volcan qui avait bouché tous les aéroports. Je me retrouve en fait entre 2 volcans encore en éruption. En cas d'éruption, que faire? C'est d'aller le plus haut possible parce que le plus gros danger en fait, c'est que toute cette glace d'un coup se déverse en fait entre les monts. In 1918, we had a Jökulhlaup, very powerful, twice the Amazon River, from an ice cap called Mýrdalsjökull and the volcano Katla. In 1996, from the Grímsvötn area, very powerful also. If the volcanism in Vatnajökull continues to be very active and we have a lot of volcanic eruptions, we will see many of those Jökulhlaups for the years to come. And now, 2 volcanoes underneath Vatnajökull are collecting magma, so we might see an eruption and Jökulhlaup within a few years. Et c'est là où on se rend compte qu'au final, les glaciers et les volcans vont de pair. Cette fonte des glaces peut influencer sur la masse terrestre et donc sur les volcans. Qui dit fonte des glaciers, qui dit aussi augmentation de l'activité sismique. Je vous annonce que je suis en train de marcher sur mon tout premier glacier, Kalta. Je viens de poser les pieds entre ce glacier et le Eyjafjallajökull. C'est incroyable. C'est un tout petit pas pour la Tortuga. Et pour l'humanité, ça reste un tout petit pas aussi. Ouais, je marche pas vraiment sur le glacier. Le glacier il est un peu plus loin, mais bon, c'est la partie enneigée qui est entre les 2 glaciers, donc on va dire que je marche dessus. En vrai, c'est comme si. À l'apéro. J'étais gardé pour une grande occasion mais j'ai pas tenu. Petit beurre complet AOP. Ils ont bien tenu la route. Spaghetti carbonara de Filisé. Je l'attendais depuis un bout de temps celui-là parce qu'il est pas mauvais, j'aime beaucoup. Là aujourd'hui c'est vraiment ma dernière journée et en plus ce qui est bien c'est que c'est que de la descente vu que j'ai monté 1000 mètres de dénivelé, maintenant il faut que je la redescende
parce que je vais en direction de la mer. Putain, je vois que dalle. Je vais peut-être sortir le GPS pour être sûr de pas me perdre. Ouais, bien, c'est une partie où normalement je devais passer à côté de plein de cascades. Je l'entends très très bien. Mais pour la voir, c'est une autre histoire. Putain de merde, j'arrive pas à y croire. Je vois la mer là. Quand la vue se dégage enfin, je découvre un décor féerique. Voilà, après 15 jours de marche, à faire la queue avec les touristes pour admirer la cascade de Skogafoss, qui perd complètement de son charme parce que je suis plus tout seul. Donc ouais, je fais littéralement la queue pour descendre là. On dirait presque un centre commercial. Limite c'est l'attraction de la journée pour moi là. Les escaliers. Bon et moi j'y suis arrivé. J'ai traversé l'Islande. Il me restait un petit effort. Il fallait que j'aille jusqu'au bout, jusqu'à la mer. C'est plongé dans mes pensées que j'effectue ces derniers kilomètres. « 16 jours, 400 km, plus de 660 000 pas, presque 3 jours sans eau, des gués puissants traversés, un orage. Mais surtout, un glacier, le plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull, qui, comme ses frères, est amené à disparaître à son tour. Pendant mon périple, j'ai pu ressentir physiquement sa longue agonie. We like our glaciers. They are beautiful, they are still accessible. Probably it will be in the future that it's getting more difficult to have access at them. So just, take care of the environment. Mais je me suis aussi rendu à l'évidence qu'il était le premier d'une très longue série et que malheureusement, bien pire nous attendait. Importance of Icelandic ice is very little. It has this effect on the sea level. It's only 10% of Iceland that is covered in ice. So when it comes to reflecting the sunlight, the high albedo, it doesn't matter anyway. But what matters, this diminishing ice cover in the north, as well as diminishing ice cover in Antarctica. I have been on the North Pole. I've seen this in my own eyes. And the reflection is then less from underneath the sea ice is very, very dark sea, which is being heated up quite quickly. Mais c'est quelque chose d'encore plus fort que j'allais retenir. J'avais rencontré l'Islande et elle s'était confiée à moi. Elle m'a donné une importante leçon. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on veuille, nous dépendrons toujours de la nature. We are doing so many bad things to the earth. There is too many people that are like saying climate change are not happening. Et cette dernière m'a montré à quel point elle pouvait être aussi belle que dangereuse. Elle m'a mise en garde. Face à elle, jamais nous ne vaincrons. C'est un combat perdu d'avance. We can make the future good, but we need to change our thinking quicker than we're doing. I don't worry about the earth. I worry about us.
because the Earth will survive. Oh putain! Ah putain, j'y suis arrivé. Je suis à l'extrême sud. J'ai marché jusqu'à la plage, j'ai suivi les sources d'eau jusqu'à la mer.